Ils disent que le froid efface les traces, mais ce matin-là, la neige semblait vouloir révéler chaque secret que le village avait tenté d'oublier. Quand Élise Marot revint sur la place centrale, le vent sifflait comme un avertissement, et quelque chose au fond de sa poitrine se serra, sans qu'elle sache si c'était la peur ou la mémoire. On venait de retrouver un corps sous les congères, figé comme si le temps lui-même avait refusé de le laisser partir. Pourquoi ces montagnes décidaient-elles de parler maintenant? Pourquoi elle? Et surtout, qu'est-ce que cela disait de ceux qui, pendant des années, avaient juré que tout appartenait au passé? Tandis qu'elle avançait, chaque pas semblait l'enfoncer un peu plus dans une vérité qu'elle connaissait déjà sans l'admettre. Ce corps n'était pas un message, mais un rappel. Et si la personne qu'elle devinait sous la neige n'était pas seulement une victime, mais le témoin silencieux de ce qu'elle avait fui, pouvait-on vraiment s'échapper quand la culpabilité restait vivante? Ce matin-là, une certitude se glissa dans son esprit. Le passé n'avait jamais été enterré. Il attendait simplement qu'elle le regarde en face. Le silence du village semblait se resserrer autour d'Élise tandis qu'elle s'éloignait du site, comme si chaque maison retenait son souffle en la voyant passer. Elle sentait le regard des habitants derrière les rideaux, mélange de curiosité et de crainte, mais aussi quelque chose de plus obscur qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Elle avait grandi ici, elle connaissait ces rues, ces odeurs, ces murs dont les fissures racontaient des décennies de hiver, de disputes, de secrets. Pourtant, en revenant maintenant, elle avait l'impression de marcher dans un décor qui lui ressemblait sans être le sien. Comme si le village lui en voulait pour son absence, et pour ce qu'elle était. Venue chercher, elle se demanda pourquoi ce corps avait refait surface précisément à son retour. Pourquoi personne n'avait alerté plus tôt, pourquoi la neige avait attendu. Et surtout, elle sentit au fond d'elle une peur sourde. Et si ce qu'elle croyait enfoui dans sa mémoire n'avait jamais cessé de menacer? Dans le bureau improvisé de la mairie, Élise sentit la chaleur du radiateur peiner à traverser l'air saturé de non-dits. Face à elle, Maude Ternac feuilletait des dossiers d'un air distrait, comme si elle tentait d'effacer quelque chose entre les lignes. Élise observait chaque geste, la manière dont Maude évitait son regard, l'imperceptible tremblement de ses doigts, la crispation de sa mâchoire quand le nom d'Hugo était prononcé, tout sonnait faux. Élise comprenait que l'autorité locale cherchait à étouffer l'affaire avant même qu'elle ne commence, mais pourquoi? Qui protégeait-on encore après tant d'années? La pièce semblait se contracter, tandis qu'Élise réalisait que ce simple entretien ne concernait pas la victime retrouvée, mais bien son retour. Et si Maude craignait moins la vérité que ce qu'Élise pourrait se rappeler? Quand Élise sortit de la mairie, le vent lui fouetta le visage, comme pour la ramener à un souvenir qu'elle ne voulait pas revivre. Thomas arriva derrière elle, son pas hésitant trahissant une inquiétude trop personnelle pour n'être qu'amicale. Il tenta de lui parler, mais elle sentit immédiatement qu'il cherchait à la dissuader, à l'empêcher de creuser trop profondément. Point. Cette tentative lui fit comprendre que Thomas n'était plus celui qu'elle connaissait, ou peut-être qu'il l'avait toujours été, et qu'elle n'avait jamais vu ses nuances. Une question s'imposa. Que craignait-il vraiment? Le village semblait soudain trop petit pour contenir toutes les erreurs qu'ils avaient laissées derrière eux. Élise sentit un poids familier se poser sur ses épaules, celui qu'elle avait porté avant de partir, et comprit que son retour ne faisait que raviver une blessure partagée. À la tombée du jour, Élise rejoignit Lucas Delmont près de la route menant au lac, là où la lumière disparaissait plus vite qu'ailleurs. Il ne parla pas tout de suite. Son regard fixait un point invisible dans la neige, comme s'il revoyait une scène qu'il tentait encore de comprendre. Elle perçut chez lui une fragilité qui n'avait rien à voir avec la douleur d'un père. C'était une inquiétude plus profonde, celle de quelqu'un qui sait que la vérité pourrait l'écraser s'il la prononçait à voix haute. Lorsqu'il finit par murmurer qu'Hugo n'aurait jamais fugué, Élise sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale. Si le village avait bâti son récit sur un mensonge, alors qui avait décidé de le protéger? Et pourquoi Lucas avait-il accepté ce silence pendant toutes ces années? Le lendemain, Élise retourna sur les lieux avant le lever du soleil, espérant que le froid encore vif
préserverait les traces que la veille avait peut-être brouillées. Le paysage semblait figé dans un silence encore plus lourd que la veille, comme si la montagne elle-même observait ses pas. Elle sentit que quelque chose ne collait pas. La position du corps, l'absence de traces autour, l'étrange netteté de la neige, malgré les vents récents. Rien n'avait l'apparence d'un accident ou d'une simple disparition. C'était comme si quelqu'un avait voulu que le corps soit découvert, mais seulement maintenant, et précisément par elle. Ce détail la troubla plus qu'elle ne l'admit. Qui pouvait avoir intérêt à réveiller une histoire que tout le monde avait tenté d'oublier? Et pourquoi lui laisser juste assez d'indices pour comprendre que ce n'était que le début? À la gendarmerie, Élise passa en revue les archives de la disparition d'Hugo. Les pages sentaient le papier oublié, et les rapports semblaient étrangement succincts, presque écrits pour éviter de poser trop de questions. Aucun détail précis sur la dernière journée du garçon, presque rien sur les témoins, et encore moins sur les recherches menées, comme si l'enquête s'était arrêtée avant même d'avoir commencé. Elle releva plusieurs anomalies, des dates incohérentes, des témoignages disparus, des signatures manquantes. Quelqu'un avait clairement voulu effacer les traces, mais pas assez pour empêcher une reconstruction. Et plus elle lisait, plus une évidence s'imposait. Ce dossier n'avait jamais été traité comme une disparition inquiétante, mais comme une affaire qu'on préférait refermer avant qu'elle ne dérange. Pourquoi? Et qui avait eu ce pouvoir? Quand Élise interrogea Thomas dans l'ancien garage où il traînait autrefois, elle sentit une tension sourde s'installer. L'odeur d'essence et de bois humide ramenait des souvenirs qu'elle aurait préféré laisser derrière elle. Thomas semblait constamment au bord d'un aveu, mais chaque fois qu'elle le poussait, il se refermait aussitôt. Il évoqua vaguement une soirée où tout avait basculé, mais il refusa d'en dire plus, comme si la simple évocation risquait de mettre le feu à ce qu'il s'efforçait de maintenir à flot. Élise comprit alors qu'il ne protégeait pas seulement le village, mais lui-même. Et peut-être elle aussi. Elle se demanda s'il avait été témoin, complice, ou simplement silencieux au mauvais moment. Mais surtout, qu'essayait-il encore de sauver? Le soir venu, Élise retourna chez sa mère. La maison avait conservé son odeur de bois chaud et de soupe, mais quelque chose dans l'air avait changé. Jeanne s'agitait en rangeant des objets qui n'avaient pas besoin de l'être, comme si elle voulait éviter tout contact visuel. Élise sentit un malaise qu'elle connaissait trop bien, celui d'un mensonge qui a vécu trop longtemps. Lorsqu'elle mentionna Hugo, Jeanne se figea, ses mains tremblant légèrement. Ce silence confirma ce qu'Élise pressentait depuis son retour. Sa mère savait quelque chose, pas seulement sur la disparition, mais sur cette nuit précise qu'Élise avait toujours refusé de revisiter entièrement. Pourquoi Jeanne avait-elle gardé ça pour elle? Et pourquoi, maintenant semblait-elle craindre que sa fille se souvienne? Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, Élise marcha jusqu'à la lisière de la forêt. Le froid mordait sa peau, mais ses pensées brûlaient trop fort pour qu'elle y prête attention. Elle repensa aux incohérences du dossier, aux réactions des habitants, à ce silence lourd qui enveloppait chaque mot lié à Hugo. Tout indiquait que la vérité n'était pas enterrée par négligence, mais par volonté. Quelqu'un avait dirigé les événements, contrôlé les récits, décidé qui devait parler et qui devait se taire. En observant les silhouettes sombres des arbres, elle sentit une intuition s'imposer. Si elle voulait comprendre ce qui s'était passé, elle devait accepter que certaines personnes qu'elle aimait pourraient être au cœur du mensonge. Était-elle prête à affronter ce qu'elle découvrirait? Le matin suivant, Élise sentit que l'enquête venait de franchir un seuil invisible. Les tensions du village, jusque-là étouffées par la prudence, semblaient désormais prêtes à éclater au grand jour. Elle retourna à la mairie, déterminée à comprendre pourquoi les archives avaient été si volontairement mutilées. Mais ce fut la réaction de Maude qui la frappa le plus, un mélange d'agacement, de peur et d'un contrôle si forcé qu'il en devenait fragile. Élise devinait qu'un mensonge plus vaste se dévoilait peu à peu,
comme si chaque question qu'elle posait fissurait une façade vieille de plusieurs années. Elle comprit que la disparition d'Hugo n'était pas un accident mis sous silence. C'était le pivot d'une histoire que tout le monde semblait avoir contribué à remodeler. Et cette certitude lui donna une sensation étrange, presque vertigineuse. La vérité ne se cachait pas dans ce que l'on ignorait, mais dans ce que chacun refusait d'admettre. En interrogeant les habitants un à un, Élise remarqua un motif troublant. Chacun racontait la même histoire, les mêmes mots, les mêmes gestes, comme une pièce répétée trop longtemps. Cette répétition mécanique n'avait rien d'un souvenir commun, mais tout d'un récit appris. Le malaise s'insinuait dans son esprit, renforcé par le ton étrange avec lequel certains prononçaient le nom d'Hugo, comme s'ils tentaient de se convaincre eux-mêmes. Peu à peu, Élise ressentit que le village n'était pas seulement complice d'un silence, mais d'une mise en scène collective. Elle comprit que ce n'était pas la disparition du garçon qui avait bouleversé la communauté, mais ce qu'elle révélait de leur propre peur. Et dans les regards fuyants qu'elle croisait, elle percevait toujours la même question muette. Combien de temps avant qu'elle ne découvre ce que tous avaient juré de taire? L'après-midi, Élise retourna au lac, poussée par une intuition qui ne cessait de grandir. Là-bas, elle trouva Thomas, seul, regardant l'eau gelée, comme s'il cherchait quelque chose sous la surface. Lorsqu'elle l'interrogea, il eut un mouvement de recul, presque de panique. Il balbutia une explication maladroite, trop précipitée pour être sincère. Élise comprit que Thomas savait quelque chose de crucial, mais qu'il se retenait. Elle percevait en lui un mélange de culpabilité et de protection, mais elle ignorait encore de qui. L'air glacé semblait vibrer autour d'eux, porteur d'un secret prêt à éclater. Était-ce cette nuit-là, tant d'années auparavant, qui les liait tous dans un même nœud impossible à démêler? Ou quelque chose de plus sombre encore dont personne n'osait prononcer le nom? Le soir tombait lorsque Élise décida de comparer les lieux mentionnés dans le dossier à ceux que les habitants décrivaient. Rien ne coïncidait. Les distances, les horaires, les témoins, même la météo ne semblait pas correspondre. Elle se rendit alors compte que l'erreur n'était pas dans les archives, mais dans les souvenirs du village. Tous répétaient une version modifiée du passé, comme si on l'avait imposée au fil des années. Ce constat fit naître en elle une inquiétude nouvelle. Si ces souvenirs avaient été façonnés, qui en avait été l'architecte? Et surtout, pourquoi un village entier aurait-il accepté d'oublier la vérité? Cette idée lui donna un frisson plus violent que le froid. Peut-être que le mensonge n'était pas né d'une erreur, mais d'une nécessité que personne n'osait remettre en question. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Élise rentra, mais une pensée l'empêchait de trouver le repos. Rien dans cette affaire n'était le fruit du hasard. Chaque détail révélait une intention. Chaque silence trahissait une peur. Elle comprit qu'Hugo n'avait pas disparu au hasard, et que ce qui lui était arrivé relevait d'un choix, peut-être même d'un pacte. Les suspicions autour de Maud, les hésitations de Thomas, le mutisme de Jeanne, la douleur contenue de Lucas, tout formait un fil qu'elle commençait enfin à saisir. Elle sentit une tension nouvelle, presque électrique, comme si un pan invisible de l'histoire s'apprêtait à se dévoiler. Alors, une idée l'effleura, terrifiante. Et si la vérité qu'elle cherchait n'était pas sur le point d'être trouvée, mais de revenir la trouver? Au petit matin, Élise retourna au lac, incapable d'ignorer l'intuition qui la tirait vers ce lieu. La glace avait légèrement craqué pendant la nuit, laissant apparaître des lignes sombres sous la surface, presque comme des blessures anciennes, que le froid n'avait pas réussi à refermer. Elle sentit un vertige subtil, la sensation que ce décor n'était pas seulement un souvenir, mais une scène, répétée, déformée, racontée différemment selon chacun. Alors une pensée la frappa. Et si Hugo n'était jamais mort ici? Tout ce qu'elle avait rassemblé pointait dans une autre direction, comme si quelqu'un avait voulu détourner les regards du véritable lieu du drame. Cette idée bouleversait l'équilibre fragile du récit collectif. Si le corps avait été déplacé, alors chaque personne ayant parlé jusque-là
devenait suspecte d'une vérité bien plus lourde que le silence. De retour à la gendarmerie, Élise reprit le dossier avec un regard neuf. En analysant les photos, les premiers rapports et les indications de localisation, elle comprit qu'un élément avait été volontairement modifié. Une distance incohérente, une direction inversée, un point de repère absent. Quelqu'un avait réécrit la scène d'origine. Ce n'était plus seulement une enquête, mais une manipulation complète. Elle sentit une colère froide monter. Si Hugo n'était pas mort au lac, où avait-il été retrouvé? La première fois, elle réalisa soudain que le village ne protégeait pas seulement une personne, mais un lieu, un endroit précis que personne ne voulait évoquer. Peut-être que cet endroit tenait la clé d'une vérité que tous préféraient cacher, même au prix de la mémoire d'un enfant. Elle retourna ensuite dans l'ancien garage pour confronter Thomas. Cette fois, il ne tenta pas de détourner la conversation. Il semblait résigné, presque soulagé qu'elle en soit arrivée là. Ses mots sortirent difficilement, comme arrachés. Il avoua que la dernière fois qu'il avait vu Hugo, ce n'était pas près du lac, mais près de l'ancienne Sierre. Élise sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Tout commençait à prendre sens. Les incohérences, le silence du village, les souvenirs déformés. Pourtant, Thomas lui-même semblait ne pas connaître toute l'histoire. On lui avait dit de ne rien dire, de ne pas poser de questions. Il avait obéi. À ce moment-là, Élise comprit que la Syrie n'était pas seulement un lieu oublié. C'était le centre de l'engrenage qui avait façonné toute cette tragédie. Le cœur battant, Élise se rendit à la vieille Syrie, abandonnée depuis des années. Le bâtiment se dressait comme une carcasse, rongée par l'hiver et les souvenirs. Dès qu'elle entra, une sensation étrange l'envahit, comme si elle reconnaissait l'endroit sans jamais l'avoir vraiment vu. Les planches craquaient sous ses pas, les murs portaient des traces d'histoire silencieuses. Elle sentit que c'était ici que tout avait commencé, et ici que tout avait été effacé. Elle observa les lieux, imaginant les trajectoires, les gestes, les voix, point. Et plus elle avançait, plus une certitude s'ancrait. Ce n'était pas seulement le lieu de la mort d'Hugo, mais celui d'un pacte. Un pacte né de la peur, renforcé par le silence, et entretenu pendant des années par ceux qui n'avaient jamais voulu que la vérité ressurgisse. Alors qu'elle examinait l'un des anciens ateliers, Élise trouva une trace à peine visible, un éclat de tissu figé dans une fissure du mur, protégé par le froid. Son souffle se coupa. Ce tissu appartenait à un vêtement qu'Hugo portait la nuit de sa disparition. La preuve irréfutable que le garçon avait été ici. Mais ce fut la réaction instinctive de Thomas, arrivé derrière elle, qui confirma ses soupçons. Il connaissait cet endroit trop bien. Maud entra à son tour, la mâchoire crispée, comme si elle voyait un fantôme surgir. Élise comprit que la Syrie n'était pas un simple lieu oublié. C'était le point de rupture d'un secret partagé. Et si ce qu'il protégeait depuis des années n'était pas la vérité, mais la personne qu'elle mettrait en pièces. Le choc de la découverte dans la Syrie n'avait pas quitté Élise. Toute la journée, elle sentit le poids d'une évidence se resserrer autour d'elle. Personne dans ce village n'était innocent. Elle retourna sur la place centrale, espérant y trouver un souffle de clarté, mais chaque visage croisé semblait porter l'ombre d'un rôle dans cette tragédie. Elle réalisa que ceux qu'elle interrogeait ne cachaient pas seulement la vérité. Ils se protégeaient les uns les autres comme un organisme vivant résistant à toute intrusion. Ce pacte silencieux expliquait les réactions étranges, les récits uniformisés, les silences, trop maîtrisés. Ce n'était plus une enquête, mais une lutte contre une mémoire collective façonnée par la peur. Et alors qu'elle observait la neige tomber, elle comprit que la question n'était plus de savoir ce qui était arrivé à Hugo, mais pourquoi un village entier avait accepté de vivre avec cette version-là du passé. En retournant à la Syrie pour examiner les alentours, Élise sentit quelque chose lui échapper encore. Ce lieu avait clairement été central, mais elle n'arrivait pas à en comprendre le rôle exact. En observant les traces anciennes, les planches déplacées, l'usure irrégulière du sol, elle imagina plusieurs scénarios possibles.
Pourtant, un seul détail refusait de s'aligner. L'absence totale d'empreinte liée à une lutte. Cela signifiait qu'Hugo n'avait pas été traîné ici contre son gré, et cette idée ouvrait une fissure inattendue dans le récit. Si le garçon était venu volontairement, alors il devait faire confiance à la personne qui l'avait conduit à la Syrie. Cette hypothèse glaça Élise. La vérité devenait plus intime, plus proche, plus dangereuse. Plus elle avançait, plus Élise comprenait que le cœur de cette affaire n'était pas seulement un secret, mais une chaîne de décisions prises sous pression. Elle interrogea Lucas à nouveau, espérant obtenir un fragment de vérité supplémentaire. Son visage fatigué trahissait une lutte intérieure, et cette fois, il ne tenta pas de masquer sa détresse. Il avoua qu'il n'avait jamais cru à la fugue, mais qu'on lui avait conseillé d'accepter cette version pour éviter d'autres dégâts. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Élise. Quels dégâts? Et surtout, pour qui? Elle sentit que la vérité se resserrait autour d'un noyau plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Un noyau où se mêlaient culpabilité, protection et une loyauté aveugle envers quelqu'un qui n'en avait peut-être jamais été digne. Une nouvelle intuition guida Élise vers un lieu qu'elle avait ignoré jusque-là. La maison de son enfance. En entrant dans sa chambre, elle sentit une tension presque physique, comme si les murs portaient encore le poids de conversations enterrées. Jeanne la rejoignit quelques minutes plus tard, le visage fermé, mais incapable de masquer son trouble. Élise comprit immédiatement que sa mère détenait une part essentielle de la vérité. Quand elle mentionna la Syrie, Jeanne détourna les yeux, et la pièce se chargea d'un silence épais. Ce silence-là n'était pas celui d'une témoin effrayée, mais celui de quelqu'un qui avait protégé trop longtemps une version du passé qu'elle savait imparfaite. Point. Élise réalisa que le mensonge n'avait pas été imposé de force. Il avait été accepté. La révélation arriva comme une fissure dans le silence. Jeanne, la voix basse avoua qu'Hugo n'était pas venu seul à la Syrie cette nuit-là. Un autre jeune du village l'accompagnait, quelqu'un qu'elle avait voulu protéger malgré tout. Le choc fit perdre à Élise un instant son souffle. Cette information bouleversait l'équilibre de toute l'affaire. Cela signifiait que la disparition n'était pas un accident isolé, mais l'aboutissement d'une chaîne d'événements impliquant plusieurs personnes. Elle sentit la peur, la colère et une forme de tristesse entremêlée. Peu importe les intentions initiales, le mensonge avait façonné des vies entières. Et, tandis qu'elle fixait sa mère, elle comprit que le véritable ennemi n'était pas une personne, mais ce qu'ils avaient tous accepté d'oublier pour survivre. Après les aveux de Jeanne, Élise sentit que quelque chose basculait définitivement. Elle retourna seule vers la Syrie, comme attirée par une force qu'elle ne contrôlait plus. Le froid mordait ses joues, mais ce n'était rien comparé à la brûlure intérieure qui la poussait à avancer. Elle savait maintenant qu'un autre jeune était présent cette nuit-là, quelqu'un dont personne n'avait encore osé prononcer le nom. Cette ombre devenait soudain la pièce manquante du puzzle, celle qui pouvait renverser toute l'enquête. Elle avait l'impression d'approcher d'une vérité qu'elle cherchait depuis trop longtemps, une vérité qui ferait s'effondrer les dernières illusions auxquelles elle s'accrochait encore. À mesure qu'elle progressait, elle comprit que cette affaire n'était plus seulement celle d'Hugo ou du village. Elle était devenue la sienne, intimement, inévitablement. À l'intérieur, l'air glacial semblait chargé de murmures. Élise inspecta de nouveau les recoins du bâtiment, mais cette fois, elle remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Des marques sur les piliers, des traces dures qui ne correspondaient pas à l'activité de la Syrie. Elle imagina deux adolescents ici, tard le soir, l'un apeuré, l'autre peut-être en colère, ou perdu, ou désespéré. Elle sentit un trou dans sa poitrine à cette pensée. Hugo n'était peut-être pas venu ici par naïveté, mais par loyauté envers quelqu'un. Ce geste changeait tout. Au même instant, elle comprit que retrouver l'identité du second jeune ne suffirait pas. Elle devait comprendre ce qui les liait,
ce qui avait conduit à cette nuit tragique. Chaque seconde passée dans cette pièce resserrait davantage l'étau de la vérité. Plus tard, Élise retrouva Thomas près du lac. La neige craquait sous leurs pas, et son visage semblait plus fermé que jamais. Elle lui demanda directement qui accompagnait Hugo cette nuit-là. Son silence répondit avant même ses mots. Thomas finit par admettre qu'il savait qui c'était, mais qu'il ne pouvait pas le dire, parce que cette vérité détruirait qu'elle tenait à protéger. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Quelqu'un qu'elle voulait protéger. Elle comprit alors que le second jeune n'était pas seulement un témoin. Il était lié à elle d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La révélation se dessinait, menaçante, et elle sentit sa respiration se bloquer. Ce qu'elle cherchait depuis le début n'était peut-être pas une réponse, mais une confrontation avec sa propre histoire. De retour chez sa mère, Élise sentit une urgence qu'elle ne pouvait plus contenir. Le moindre geste de Jeanne semblait peser d'une gravité nouvelle. Alors elle posa la question sans détour. Qui était avec Hugo cette nuit-là? Après un long silence, Jeanne avoua, la voix brisée, qu'elle avait protégé ce jeune parce qu'il était impliqué malgré lui, parce qu'il avait paniqué, et parce qu'elle avait cru que taire la vérité sauverait tout le monde. Élise sentit son cœur se serrer. La personne en question n'était autre que Thomas. Tout se renversa en elle. Le garçon timide qu'elle avait connu, celui qui l'avait toujours accompagné, avait été au centre du drame. Non pas comme coupable, mais comme maillon essentiel d'une chaîne incontrôlée. Et elle réalisa que ce secret avait façonné sa vie bien plus qu'elle ne l'avait compris. Lorsque Thomas confirma lui-même la vérité, Élise sentit tout son monde vaciller. Il expliqua qu'Hugo était venu le voir ce soir-là, bouleversé, implorant de l'aide. Une dispute avait éclaté, non pas de colère, mais de peur. Hugo avait glissé. Sa chute accidentelle avait provoqué la panique. Pris au piège, Thomas s'était tourné vers Maude, persuadé qu'elle saurait quoi faire. Ce fut alors que le mensonge avait été construit. Non pour cacher un crime volontaire, mais pour empêcher un accident d'emporter 2 vies au lieu d'une. Élise resta silencieuse. La vérité qu'elle cherchait tant était finalement plus humaine, plus fragile, plus cruelle que ce qu'elle imaginait. Et en observant Thomas, elle comprit que le pardon serait une autre bataille, bien plus intime que l'enquête elle-même. Le lendemain à l'aube, Élise marcha seule vers le lac, cherchant dans le silence la force de porter ce qu'elle venait d'apprendre. Le paysage semblait différent, comme si la vérité avait modifié la couleur même de la neige. Elle prit conscience que l'enquête touchait à sa fin, mais que rien ne ressemblait à une victoire. La tragédie d'Hugo n'était pas un meurtre prémédité, ni un complot sombre, mais un accident amplifié par la panique, la peur et l'inexpérience. Pourtant, c'était le mensonge collectif qui avait tout transformé en fardeau insurmontable. Élise comprit que la justice n'effacerait jamais la douleur et qu'aucune vérité n'apaiserait totalement ceux qui avaient vécu avec ce poids. Ce matin-là, elle réalisa que son rôle n'était pas de désigner un coupable, mais d'empêcher que la peur continue de gouverner les survivants. À la mairie, Élise prit la parole devant Maude. Le regard dur de la mère semblait fissuré, comme si le poids des années commençait enfin à l'écraser. Élise exposa les faits tels qu'ils étaient. Un accident, une panique, un enchaînement de décisions irréfléchies, et un mensonge qui avait pris racine jusqu'à devenir une vérité imposée. Maude resta silencieuse, comprenant probablement qu'elle avait perpétué un système qui n'avait protégé personne. Élise n'avait pas besoin de la condamner. La vérité suffisait à mettre Maude face à elle-même. La pièce devint soudain plus légère, comme si le simple fait de dire ce qui avait été tu pendant si longtemps permettait à l'air de circuler à nouveau. C'était un premier pas, fragile, mais nécessaire. En sortant de la mairie, Élise croisa Lucas. Son visage portait la fatigue de quelqu'un qui venait de survivre
à un tremblement intérieur. Il lui demanda d'une voix faible ce qu'il adviendrait maintenant. Élise sentit la réponse se construire en elle. La justice suivrait son cours, mais aucune sanction ne pourrait compenser la perte. Elle lui assura que les responsabilités seraient établies, mais que la vérité n'avait pas vocation à détruire davantage. Lucas acquiesça lentement, comme s'il comprenait pour la première fois qu'il pouvait respirer sans trahir la mémoire de son fils. Ce moment silencieux, fragile, lui rappela que la réparation ne venait jamais des tribunaux, mais des êtres humains qui acceptaient enfin de regarder leur douleur en face. En fin d'après-midi, Élise rejoignit Thomas dans la forêt. Il semblait attendre une condamnation qu'elle ne prononcera jamais. Elle observa son regard, celui d'un homme qui avait vécu des années avec un secret trop lourd pour lui. Elle lui dit simplement ce qu'elle avait compris. Il n'était pas un meurtrier, mais un adolescent qui avait paniqué devant une tragédie. Ce n'était pas une excuse, mais une vérité. Thomas s'effondra presque sous la force de ces mots. Il avoua qu'il avait toujours eu peur qu'elle découvre ce qu'il avait fait, qu'elle le déteste, qu'elle parte à nouveau. Mais Élise réalisa qu'elle n'était plus la jeune fille d'autrefois. Elle avait appris que la vérité pouvait faire mal sans détruire, et que parfois, faire face était déjà une forme de rédemption. Lorsque le soir tomba, Élise se rendit une dernière fois sur les hauteurs du village. Elle contempla les lumières s'allumer une à une, dessinant un tableau fragile d'apaisement. L'enquête était terminée, mais les cicatrices resteraient. Pourtant, elle savait qu'un cycle venait de se briser, celui du silence. Elle repensa à Hugo, à ce qu'il avait tenté de faire cette nuit-là, à l'amitié qui avait mal tourné, à la peur qui avait tout emporté. Elle comprit que la vérité n'était pas une arme, mais un miroir, parfois cruel, parfois libérateur. Et au moment où elle inspira profondément, une pensée lui apparut, douce et douloureuse. La lumière ne guérit pas toujours, mais elle empêche l'obscurité de mentir trop longtemps.